Allo, sama Gualalala. Clémassé. Une jeune influenceuse TikTok dynamique est morte, apparemment tuée par son petit ami. Et maintenant, il est derrière les barreaux tandis que sa famille et ses amis se préparent à organiser des services commémoratifs. Ils souhaitent alerter le public sur les dangers de la violence domestique. Nous allons tout vous expliquer. Les images de vidéosurveillance et l'enregistrement de l'appel au 911 que le suspect aurait passé cette nuit-là. Cela nous donne un nouvel éclairage sur ce crime présumé. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law on Crime. Je suis Jesse Weber. Le 14 novembre, Maurice Harrison, 21 ans, a été tué par balle à Lauderdale Lakes, Floride. Harrison, femme transgenre connue sous le nom de Girl Lalala ou Lala sur les réseaux sociaux, avait des milliers d'abonnés. Ses vidéos sur TikTok et Instagram ne montraient pas seulement des photos glamour avec des perruques élaborées et des ongles sophistiqués, mais aussi des moments de sa vie quotidienne. Son petit ami depuis plusieurs années apparaissait souvent dans les vidéos de Lala. Nous évoquons Shenoid White Jr., 25 ans, ex-joueur de ligne défensive de l'équipe de football de l'université Bethune-Cookman, surnommé en ligne Shabba ou Wig Snatcher. Et bien que certaines vidéos montrent tous les deux dans une relation amoureuse, il y a eu plusieurs publications où Lala parlait de bagarres physiques avec White. Elle a publié des vidéos et photos montrant ecchymoses, coupures et un œil enflé. Nous y reviendrons dans un instant. Mais d'après les publications sur les réseaux sociaux, nous savons que Lala a essayé de faire comme si ce n'était pas grave. Dans certains posts, elle plaisantait sur la réaction de White face à un comportement qu'il n'aimait pas. Dans d'autres publications, elle paraissait plus effrayée, écrivant par exemple « J'ai peur ». Dans certaines de ses vidéos, White semblait frustré que de nombreux abonnés ne s'intéressaient à lui que parce qu'il sortait avec Lala. Regardez ça. Si tu me suis, d'accord? Si tu me suis, tu regardes mes TikTok seulement parce que je sors avec Lala. Dégagez de ma page, dégagez de ma page. Je ne veux personne qui s'intéresse à moi juste parce que vous aimez Lala. Je veux des gens qui me suivent parce qu'ils m'apprécient moi. Selon les autorités du comté de Broward, la situation a dégénéré le 14 novembre, juste avant 19 h, quand White aurait tiré sur Lala à plusieurs reprises, la tuant. Les enquêteurs affirment qu'une vidéo leur a apporté des preuves clés menant à White. Alors, pour parler de ce que cette vidéo montrait apparemment, quelle était la suite pour le tueur présumé? Quelles preuves seront présentées? Je souhaite recevoir un avocat de la défense pénale présenterait là présent pour la première fois en studio. John Day John, merci beaucoup d'être venu. J'apprécie vraiment. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment une histoire triste, une histoire familière quand on parle de violence domestique présumée ici, car cela attire fortement l'attention de ceux qui savaient. Lala observait cette relation avec White, au moins virtuellement, depuis des années. Une personne aurait tué son partenaire. C'est malheureux, mais c'est quelque chose qu'on voit encore et encore, sans nom à nom. Enzo, qu'il y a un schéma commun que tu remarques. C'est la... Dieu, nous le voyons fréquemment car c'est la situation de violence domestique la plus dangereuse. C'est malheureusement le type de situation où un partenaire shady, il y a des indices, il y a des preuves à l'avance qui indiquent qu'il y a une relation violente, il y a quelque chose qui pourrait finir par arriver, mais dans ce cas, malheureusement, les indices montraient qu'une de ces personnes allait être assassinée et la police considère le partenaire comme suspect. Donc la violence domestique est très dangereuse, surtout lorsqu'il y a des signes de violence dans la relation et que personne n'est intervenu. Personne n'est intervenu. Il n'y a eu aucun moyen de l'arrêter et cela mène à la tragédie. Voyez-vous un motif commun ou un thème récurrent? Vous savez, c'est la colère, c'est la jalousie. Ces choses refont surface dans les relations et la plupart savent les gérer correctement. Malheureusement, rien n'a arrêté ce train, cette catastrophe de violence domestique qui s'est achevée par la mort. Mais il existe tellement de ressources disponibles et ce qui est triste, c'est que beaucoup de gens n'en profitent tout simplement pas. Et je veux être clair sur la loi ici. Est-ce qu'il s'agit ou non d'un meurtre au premier degré? Donc, au fur et à mesure que nous avançons, parlons-en. Je veux parler de cet élément clé de preuve que les enquêteurs du comté de Broward ont obtenu. C'est une caméra sur une Tesla qui semble avoir capturé les instants juste après que White aurait tiré avec une arme sur Lala. La Tesla était stationnée sur Northwest 37e rue. Une Chevrolet Malibu s'est garée à côté. On voit désormais White sortir du siège conducteur, marcher vers le côté passager, un objet à la main. Les images sont floues, mais les autorités supposent qu'il s'agissait d'une arme à feu
et on peut sans doute voir Lala se pencher hors de la porte côté passager. White la repousse apparemment dans la voiture et la remet droite sur le siège. L'affidavit d'arrestation précise que White a tiré Lala par les cheveux et cite, je cite, « La voiture de White est entrée dans l'allée, les deux portières se sont brièvement ouvertes puis refermées. La portière conducteur s'est rouverte et un homme noir, identifié plus tard comme White, a sorti ce qui semblait être une arme de sa ceinture avec la main droite et a tiré vers le siège passager avant où était la victime. Un éclair de bouche a été filmé. La portière avant passager s'est ouverte et la victime est apparue affaissée. Immédiatement après, White a fait le tour du véhicule, tenant ce qui semblait être une arme à feu noir, puis il a redressé la victime en la tirant par les cheveux. Le mandat précise qu'à l'arrivée des secours, la victime était assise dans une mare de sang. Les autorités répètent qu'elle avait été touchée par balle plusieurs fois. À quelle fréquence disposez-vous d'images vidéo d'un crime présumé comme celui-ci? Des images vidéo d'un meurtre présumé comme celui-ci? On voit de plus en plus de vidéos issues non seulement de caméras de surveillance de maisons ou d'entreprises, mais aussi de voitures équipées d'enregistrements vidéo, comme Tesla. Et c'est un tout nouveau domaine, mais ça enregistre bel et bien. Plusieurs fois, la vidéo de Tesla a servi de preuve au tribunal pour les procureurs. Il est remarquable que dans ce cas, nous ayons eu autant de preuves et de vidéos prises par un véhicule, ce qui sera utilisé par l'accusation. Un avocat de la défense peut-il empêcher l'utilisation de ces preuves au procès, par exemple en invoquant des problèmes de chaîne de conservation? Ils peuvent toujours essayer de l'écarter. Mais au final, vous savez, la vidéo ne ment pas. Et c'est ce que les procureurs aiment à ce sujet. Avoir des voitures qui filment les crimes en temps réel, c'est une aubaine pour un procureur. Nous en sommes encore aux premières étapes de tout cela, mais ça me fait me demander, si vous avez quelque chose d'aussi clair, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un avocat de la défense dirait? Écoutez, on ne peut pas contester ce que ça montre, mais on peut discuter du contexte. En d'autres termes, peut-être que ce n'est pas un meurtre au premier degré, peut-être que c'est un homicide involontaire, peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est un crime passionnel. Suis-je à côté de la plaque en pensant que c'est possible? Non, c'est exactement ça, et c'est ce que la défense doit faire. Ils doivent essayer de faire tomber l'accusation de premier degré. Rappelez-vous, la préméditation pour un meurtre au premier degré peut se produire en un instant, en fait. Pouvez-vous expliquer cela? Parce que les gens pensent toujours que c'est de la planification, qu'il y a une préparation et que ça prend des heures ou des jours. La plupart des juridictions permettent que la préméditation au premier degré soit instantanée. Un très bref instant peut suffire pour décider de commettre ce meurtre. Les avocats de la défense cherchent à réduire la peine au maximum, idéalement à l'homicide involontaire, et c'est pourquoi ils vont utiliser cette vidéo pour défendre exactement le contraire de ce que dit l'accusation. Mais la préméditation signifie généralement qu'il peut s'agir d'une décision prise en une fraction de seconde à l'avance pour la différencier du meurtre au second degré. Le nombre de tirs, lorsqu'une victime comme Lala est atteinte plusieurs fois, cela se comprend. Du point de vue de l'accusation, je peux comprendre en quoi cela pourrait leur être bénéfique, mais je me demande aussi si cela pourrait être utilisé par la défense. Le nombre de coups de feu tirés, le nombre de fois où elle a été touchée. Qu'est-ce que cela vous dit? La défense dira qu'il s'agit d'un crime passionnel, non prémédité. C'est quelque chose qui a été déclenché par un effet déclencheur. Il y a eu quelque chose qui a provoqué cela. L'accusation de meurtre au premier degré tombe. Ils ont donc du travail. Ils tentent de prouver à la défense qu'il ne s'agissait pas d'un homicide prémédité, mais d'un acte spontané. S'ils peuvent, en fait, si la défense, si l'accusation peut réellement identifier que c'est cette personne qui a tiré sur la pauvre victime. C'est vraiment choquant, mais à quelle fréquence un médecin légiste intervient-il lors d'un procès pénal et parle de la trajectoire des balles, de l'endroit où elles ont atterri et de l'impact qu'elles ont eu sur le corps? Cela a un effet sur un jury, n'est-ce pas? Uniquement quand c'est nécessaire, car les procureurs doivent prouver le décès. Mais c'est très important. Les avocats de la défense n'aiment peut-être pas ces preuves où le jury est informé en détail de l'endroit où ces balles ont terminé et ont causé la mort. Rappelez-vous, les jurés ont vu toutes les séries, les experts et émissions d'enquête médicale. Ils savent qu'il va y avoir un expert qui va venir et dire. Et c'est censé être un expert qui ne témoigne pas pour un camp ou l'autre, même si c'est un expert de l'accusation. Et les jurés aiment ces experts, parce qu'ils ne sont pas perçus comme appartenant à un camp ou à l'autre. Ils font des témoignages très cliniques, ils ont des graphiques, ils ont des photographies, ils ont même parfois des vidéos. Le témoignage du médecin légiste plaît aux jurés car il les aide à reconstituer le puzzle. Je veux revenir sur ce que l'affidavit dit concernant White, car il aurait été vu marcher près de la voiture avant d'appeler le 911. Nous avons l'audio de l'appel, d'accord? Il peut révéler l'état d'esprit de White et montrer comment les deux parties comptent s'en servir à leur avantage. Bonjour. 911. C'est des conneries. Bonjour frère, j'ai besoin d'aide s'il te plaît. Quelle est l'adresse de votre urgence?
Allô, allô, vous m'entendez? Je ne connais pas l'adresse, mais vérifiez s'il vous plaît. D'accord. Êtes-vous dans une maison, un appartement ou un commerce? Oui, je suis dans une maison. D'accord, dites-moi exactement ce que s'est passé. Dites-moi exactement ce qui s'est passé, s'il vous plaît. D'accord, nous avons un appel d'incident pour service qui est? Bien sûr, merci. Et restez en ligne avec moi. Allô? Oui. Allô? 911, restez avec moi. Oui, allô? Ce n'est pas... Allô? Ce n'est pas... Restez en ligne avec moi. Laissez-moi juste rester en ligne, d'accord? En attendant, j'ai besoin que vous restiez en ligne avec moi. Non, d'accord, restez avec moi. Ne raccrochez pas. Pouvez-vous me donner une bonne adresse? Restez en ligne avec moi, d'accord? D'accord. Ils arrivent aussi vite que possible. Ils sont en route. Notre conversation ne les ralentit pas. Restez en ligne avec moi. Restez en ligne avec moi. John, quelle est ta réaction à cet appel? Eh bien, si tu la défends, tu diras que c'est la réaction de quelqu'un qui n'avait pas prémédité un homicide ou un meurtre, que c'est une réaction humaine naturelle à quelque chose qui s'est produit en une fraction de seconde. Et bien sûr, si tu es l'accusation, tu dis qu'il n'y a rien là-dedans concernant un quelconque événement déclencheur. Il n'y a rien là-dedans qui permettrait à la défense de dire « ce n'est ni un meurtre au premier ni au deuxième degré, mais un homicide involontaire ». Mais c'est quelqu'un qui réagit humainement à un événement incroyablement traumatisant. Et ce sera aux deux parties de prendre cette vidéo, de prendre cet enregistrement audio et d'en faire ce qu'elles peuvent pour convaincre un jury d'un côté ou de l'autre. Mais légalement, ni le prévenu ni l'avocat de la défense ne pourraient plaider. Si quelqu'un appelle le 911, immédiatement après avoir prétendument tiré sur quelqu'un et demande de l'aide pour qu'on vienne tout de suite, on ne peut pas dire que cela prouve qu'il n'y avait pas d'intention de tuer. Ça ne fonctionne pas comme argument, n'est-ce pas? Ça ne fonctionne pas vraiment, mais c'est tout ce qu'ils ont. Et ils doivent plaider ça à ce stade. La personne a appelé parce que je pense que je me défends. C'est comme, pourquoi ont-ils appelé? Qu'est-ce qui a déclenché dans leur esprit le fait d'appeler? Et nous n'avons pas beaucoup d'informations à ce sujet. Donc en fait, c'est vraiment une page blanche à bien des égards. Parce que les deux parties vont demander au jury d'interpréter ce qu'elles veulent en tirer. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations dans cet appel. Donc, il y a cette déclaration sous serment qui a été vue par le Sun Sentinel. Et il est rapporté que White a dit aux enquêteurs que lui et Lala avaient eu plusieurs disputes ce jour-là, et qu'ils se sont encore disputés dans la voiture après que Lala lui a tiré les cheveux. La déclaration sous serment, selon le Sun Sentinel, indique « White a déclaré que... Il a alors sorti son arme à feu, mais a refusé de donner plus de détails, déclarant qu'il ne voulait pas s'incriminer lui-même. » Maintenant, John, tu es avocat. Cela ne veut pas forcément dire que quelqu'un est coupable s'il ne veut pas donner plus d'informations à la police. Ils cherchent juste à défendre leurs droits et leurs arguments au procès, non? Cela peut aussi donner une mauvaise impression. Encore une fois, le jury n'entendra rien sur l'exercice de ses droits du 5e amendement à ce sujet. Le jury ne peut pas s'en servir pour prouver la culpabilité. Le juge l'interdira, c'est inconstitutionnel. Il peut dire « je ne veux plus parler, je veux un avocat », c'est protégé par le 5e amendement dans chaque État. Tout ce qu'il dit jusqu'alors sera pris en compte. Pour la police et l'opérateur, ces éléments servent de preuve à l'accusation pour monter le dossier. White a été arrêté sur place et l'arme saisie comme preuve. Comme mentionné, Lala, blessée par balle, a été emmenée au Broward Health Medical Center à Fort Lauderdale où elle est décédée. Et White a été inculpé de meurtre au premier degré avec une arme à feu. Il est détenu à la prison du comté de Broward, pas de caution depuis vendredi. Pas surprise, n'est-ce pas? Pas de caution. Non, c'est normal pour ce genre de crime. Ce n'est pas une décision surprenante du juge. En raison de l'aspect dangereux de cela, L'aspect dangereux de la situation, la police continue de recueillir des informations à ce sujet. On ne sait pas ce qu'on sait. Est-ce un risque de fuite? Est-ce un danger pour la communauté? Y a-t-il des antécédents ici? Mais au final, il n'est pas surprenant que le juge garde cet accusé en détention. et d'ailleurs, s'il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à la prison à vie ou potentiellement à la peine de mort. Comment les procureurs décident-ils de demander la peine capitale dans ce type d'affaires? C'est une décision difficile. J'ai eu à prendre ce genre de décision dans un État appliquant la peine de mort. Vous devez examiner les antécédents et les circonstances du crime. Je veux dire, ce sont vraiment des décisions difficiles pour les procureurs dans les États où il y a la peine capitale, et c'est l'une des décisions les plus difficiles qu'un procureur puisse prendre. Je souhaite poser une question sur un élément de preuve potentiel, car NBC6 indique que des réactions en ligne ont suivi l'incident. Évidemment, j'ai dit que Lala a énormément d'abonnés. Il y a des gens en ligne, et j'ai déjà mentionné cela auparavant, qui a retrouvé ces vidéos censées montrer une possible violence domestique. Un exemple de Lala avec une coupure apparente sur le nez et l'œil.
Les procureurs analysent-ils en profondeur la relation? Passent-ils en revue tous les réseaux sociaux pour repérer d'éventuels cas présumés de violence domestique? Et peuvent-ils s'en servir au procès? C'est un outil précieux. Les enquêteurs veulent connaître les antécédents. Quels étaient les signes qui montraient qu'il ne s'agissait pas simplement d'un moment aléatoire dans le temps? Si les procureurs peuvent constituer un dossier et qu'il y a eu plusieurs incidents de violence domestique, cela les aidera. Que cela soit accepté ou non, cela dépendra du juge et de la capacité de la défense à l'écarter. Comme un comportement qui n'est pas pertinent pour la prise de décision du jury. Mais si vous enquêtez sur cette affaire, vous voulez connaître chaque incident qui s'est produit parce que vous devez être capable de construire un dossier contre cet accusé. Pour soutenir que ce n'était pas simplement un moment aberrant dans le temps, que c'était quelque chose qui menait finalement à un résultat tragique. Y a-t-il quelque chose que j'ai dit jusqu'à présent au sujet de l'affaire qui vous indiquerait qu'il y a un argument potentiel pour la légitime défense, ou est-ce que cela n'a pas de sens? C'est la première chose à laquelle j'ai pensé en entendant parler de cette affaire. On doit se demander, l'accusé dira-t-il qu'il a dû réagir ainsi parce que je craignais pour ma vie ou d'être gravement blessé? Nous n'avons encore rien vu de tel, mais nous ne connaissons pas tous les faits. Et l'historique n'indique pas qu'il y ait eu de violence. Dans l'autre sens, de la victime au prévenu, mais nous ignorons encore. Et cela pourrait être quelque chose que la défense devra essayer d'enquêter et de construire pour tenter d'obtenir le meilleur résultat possible pour cette personne. En fait, tu viens de le mentionner et maintenant j'y pense. Si White peut trouver des preuves qu'il a été maltraité, qu'il avait des marques et qu'il veut présenter ces preuves, le procureur pourra donc présenter tout ce que je viens de citer des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Si la défense choisit cette voie, le procureur pourrait répliquer. Exactement. La défense doit faire très attention à ne pas ouvrir la porte à des éléments qui ne vont pas les aider au final. Oui, et c'est une situation tragique, c'est une situation vraiment troublante. Et avant d'aborder l'aspect humain de cette affaire, parce que parfois on l'oublie, quand on parle de tout l'aspect juridique, il faut penser à la vie humaine qui a été perdue ici. On a l'impression que c'est une affaire, si elle va jusqu'au procès, où White devra témoigner et expliquer ce qui s'est passé. Je pense que si la défense décide que c'est la seule option qu'ils ont, le seul moyen dont ils disposent, alors c'est vrai. Un argument de légitime défense pourrait être avancé, affirmant que j'ai réagi ainsi à cause d'un événement survenu dans la voiture. Ce n'est pas sur cette vidéo. C'est le problème avec cette vidéo. Elle ne nous montre pas ce qui se passait directement à l'intérieur du véhicule à ce moment-là. Donc si vous êtes la défense, vous allez essayer d'en tirer le maximum. Les proches de Lala se sont exprimés à VPLG. Citation. En tant que famille, nous apprécions chaque prière, chaque pensée bienveillante et chaque geste pendant notre période de deuil. Nous prions simplement pour que justice soit pleinement rendue, même si cela devait être cruel et déchirant. Les membres de la famille de Lala connaissent bien la violence armée. Son frère aurait aussi été abattu il y a un peu plus d'un an. Selon la chaîne WPLJ, l'histoire de Lala fait le tour d'Internet. Vous avez la Floride. La rappeuse Jatavia Johnson, alias JT, a d'abord percé en duo avec Young Miami avant de débuter en solo. Elle a partagé l'histoire de Lala sur Instagram et encouragé à donner via une page GoFundMe pour les frais funéraires. Johnson a écrit « Repose en paix, Lala ». Nous t'aimons, le paradis ne sera plus jamais ennuyeux avec toi. Ton audace, ton énergie, ton humour et ta beauté vont nous manquer. Tu as toujours su me montrer ton amour et je t'en serai toujours reconnaissant. Je suis désolé que cela te soit arrivé. Elle a également encouragé les gens à prendre la violence domestique au sérieux en disant, je cite, « Si jamais vous voyez du contenu sur la violence domestique, ne riez pas parce qu'il s'agit d'une femme trans ou d'une femme noire. Nous avons tendance à rire à travers notre douleur parce qu'on nous a appris à être perçus comme des blagues. Hashtag protéger les femmes trans, hashtag protéger les femmes noires, protéger le féminisme dans son ensemble. » La cagnotte GoFundMe a déjà récolté plus de 28 000 $. Un lien sera dans les notes de l'émission si vous voulez contribuer. 2 remarques à ce sujet. Premièrement, tu en parlais avant, tu étais procureur. Comment consoles-tu ces familles? Comment les accompagnes-tu dans ce processus? Parce que la procédure pénale peut être très frustrante, bouleversante, émotionnelle. Comment travailles-tu avec eux là-dedans? Tu dois comprendre la compassion nécessaire pour la famille. Tu dois expliquer le système judiciaire, ce qui peut être frustrant pour eux. Ce n'est ni simple ni rapide. Un bon procureur dit « Je serai là, mon bureau vous accompagnera durant tout le processus. Et nous ferons notre possible. » Mais il existe toujours un écart entre les attentes des familles de victimes de violences domestiques et la réalité au tribunal. Parce que les procureurs, même s'ils sont là pour les familles des victimes, ils représentent aussi l'État, comme la Floride par exemple. Leur rôle est d'agir au mieux pour la communauté, ce qui ne correspond pas toujours aux attentes des familles des victimes. Les procès restent imprévisibles, ils ne peuvent en garantir quoi que ce soit. Je veux aborder ce dernier point.
Et je veux être clair, je ne blâme personne, je ne blâme personne. Cette déclaration aborde un point sensible, là où les gens publient sur les réseaux sociaux. Et si des gens signalent et montrent des signes de violence domestique, et que personne n'intervient, que personne ne le signale. Ils trouvent dans ça amusant, sans le prendre au sérieux, sûrement membre d'une communauté. C'est bien ça, non? Je constate aussi que j'ai vu de nombreuses vidéos où des gens meurent ou se font agresser dans la rue. Et les gens sont juste là, tu sais, en train de filmer, ils n'appellent pas. Tu vois ça de plus en plus? Est-ce que tu vois un problème avec les réseaux sociaux et les téléphones, qu'il y a un détachement par rapport au fait d'accepter vraiment ce qui se passe? C'est ça le danger, non? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on préfère enregistrer un moment plutôt qu'agir et essayer de faire la différence. C'est de cela qui inquiète, surtout avec autant d'abonnés et d'attention sur les réseaux sociaux. Peut-être l'idée qu'il y a parfois des indices de violence domestique auxquels les gens devraient prêter plus d'attention avant qu'une chose comme celle-ci n'arrive. John Day, merci d'être venu, je vous en suis reconnaissant. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme de podcast. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, à bientôt.